Salut à tous, ici le Baron of Mourk. Au menu cette semaine, j'ai une grosse vidéo qui m'a demandé pas mal de temps et que j'ai pu réaliser uniquement grâce à notre bienfaiteur anonyme. Qui m'a permis d'acheter tous ces vaisseaux dont je n'ai absolument pas besoin. CIG, s'il vous plaît, un wipe là, pour nettoyer ma liste de vaisseaux de toute cette merde. Ça y est, je commence à avoir des lubies de milliardaires et je sens que tous ceux qui ont un starter pack me détestent déjà. Bon, donc, de quoi s'agit-il ? Eh bien, d'un récapitulatif des vaisseaux qui sont généralement nos cibles. Leurs caractéristiques, leur équipement, la disposition de leur cockpit, quelles sont les faiblesses que nous pouvons exploiter lors de la phase de track, par où nous pouvons pénétrer pour un abordage, etc. Le PVP, la piraterie et la nature du jeu en alpha sont des éléments qui tendent à rendre chaque rencontre unique et nécessitant de l'improvisation. C'est ce qui généralement fait que nous choisissons ce gameplay plutôt qu'un autre. Mais l'improvisation comporte un énorme facteur de risque, même pour l'attaquant. À l'heure actuelle, nous nous en prenons souvent à des personnes seules, mais quid du moment où arrivera le server meshing ? De la même manière, pour l'instant, la mort n'est pas punitive, mais nous sommes sûrs que cela finira par changer. Pour pallier à cela, bien connaître les mécaniques et la théorie est un atout pour réduire ce besoin d'improvisation au strict nécessaire, afin d'être capable de mener à bien ses raids avec un meilleur taux de réussite. Et c'est le but de cette vidéo. Connaître ses cibles et savoir en profiter. Je vais couvrir 12 véhicules en tout. Néanmoins, pour éviter d'avoir une vidéo de théorie qui dure 40 minutes, voire 1 heure, je vais découper en plusieurs épisodes. Aujourd'hui, nous allons voir le Rock, le Prospector, le Cutlass et ses variantes, ainsi que le Freelancer et le Freelancer Max. Dans le prochain épisode, nous couvrirons le Constellation et ses variantes, le Mercury Star Runner, le Maul, le Caterpillar et le Karak. Enfin, dans un troisième épisode que je sortirai une fois la 3.13.x sur le live, je finirai en parlant du Hercules et du Nomad. Je chapitrerai la vidéo, donc n'hésitez pas à sauter des sections si vous connaissez certains de ces vaisseaux sur le bout des doigts. Dernier petit point de détail, tous les tests qui sont dans ces vidéos sont faits sur des vaisseaux avec des composants de base. Cela est à prendre en compte car de meilleurs composants peuvent entre autres changer la signature radar, la résistance des boucliers aux armes à distorsion ou encore la résistance des power plants aux EMP. Soyez toujours préparés à ce que les vaisseaux de vos cibles aient été upgradés. Nous le faisons, il n'y a aucune raison que les autres ne le fassent pas non plus. Aussi, les essais en vol atmosphérique pour déterminer l'accélération des différents vaisseaux ont tous été faits sur Arial, pour avoir un même référentiel. Arial est pertinente car c'est l'une des lunes sur laquelle nous croisons le plus de nos cibles. Mais le comportement qui est notifié ici peut varier en fonction des atmosphères sur les autres lunes ou planètes. Enfin, pour finir, une fois de plus, je ne prétendrai pas absolument connaître toutes les ficelles sur tous les vaisseaux et dans toutes les situations. Si vous avez des trucs maison dont je ne parle pas dans la vidéo, laissez un commentaire. Je serai ravi d'apprendre un nouveau tour. Et les autres spectateurs aussi, j'en suis certain. Allez, on est parti. Alors, on commence par le Rock. Logique, c'est le plus petit parce que c'est le seul véhicule terrestre de toute la liste, mais c'est un incontournable. Ceux qui ont déjà commencé la piraterie lors de la 3.12 le savent, on en a bouffé à tous les repas. Indigestion de Rock. Il faut savoir que depuis la 3.11, lorsqu'il a reçu son inventaire, c'est le premier véhicule que l'on peut réellement pirater à 100%, sans avoir besoin de recourir à l'extorsion. C'est une petite révolution dans la piraterie sur Star Citizen, car il permet de récupérer du butin sans nécessiter la coopération préalable de la cible. Concernant ses caractéristiques de combat, il n'en a pas vraiment. Il peut se servir de son laser pour attaquer une personne au sol, mais ce laser vous fera que assez peu de dégâts si vous n'êtes pas immobile. Attention par contre à votre vaisseau, si vous le posez juste à côté. Le laser du Rock pourrait en venir à bout. Une autre chose qui est souvent oubliée, le Rock peut être autodétruit. Gardez vos distances à pied et même en vaisseau. Nous avons déjà vu l'explosion d'un Rock entraîner l'explosion en chaîne d'autres vaisseaux posés près de lui.
Il ne possède aucun bouclier, ce qui est très intéressant car cela veut dire que si vous avez besoin de le désactiver, un simple coup au but avec une arme à distorsion ou un EMP le désactiveront automatiquement. Concernant sa signature à l'allumage, il est environ à 4500 EM et 1200 IR. Avec un radar de taille 1, comme sur la plupart des chasseurs monoplace, vous serez capable de le détecter à environ 2,1-2,2 km de distance. Avec un radar de taille 2, vous le détecterez à 3,3 km environ. Lui possède un radar de taille 0, donc avec un coefficient de 40%. Malgré la petite taille de son radar, si vous vous approchez de lui à environ 2 km pour le détecter, il sera sûrement capable de vous détecter aussi en retour. Mais si vous n'avez pas de CrimeStat, le pilote ne recevra pas d'alarme sonore. Le ROC est équipé d'un radar 2D dans le coin supérieur gauche du cockpit. Les radars 2D sont bien connus pour être moins visibles dans le champ de vision du pilote que les radars 3D. À moins que le pilote surveille activement ce qui se passe sur son radar, souvent il ne verra pas qu'un nouveau contact vient d'apparaître. Surtout si le pilote est occupé à faire autre chose, comme miner par exemple. Moralité, il est souvent possible de s'approcher d'un ROC pour voir ce qu'il fait ou essayer de le scanner pour savoir combien et quel type de gemmes il transporte, et ainsi savoir s'il vaut la peine d'être attaqué immédiatement ou s'il est préférable d'attendre. Si par hasard le pilote vous repère et retourne à son vaisseau pour réembarquer, passez à l'attaque immédiatement. Concernant ses accès, le pilote monte et descend du siège par l'avant. Cela peut être un souci quand il est utilisé avec certains vaisseaux exigus comme le Cutlass Red ou le Freelancer. Le pilote est parfois obligé de remonter son ROC à bord de son vaisseau en marche arrière. Il possède une vitre blindée à l'avant qui permet de protéger le pilote des armes FPS. Néanmoins, il est toujours possible d'abattre ce dernier sur le côté. Une personne qui n'est pas le propriétaire ne peut pas monter dans le siège de pilote du ROC. L'accès à l'inventaire se fait à l'arrière du véhicule. Une fois de plus, cela peut poser problème à bord des vaisseaux exigus où il devient difficile d'y accéder. Il est possible de ramper sous le ROC. Pour ouvrir l'inventaire, il faut d'abord ouvrir la trappe, puis l'inventaire lui-même avec la touche F et le menu d'interaction. Une fois dans l'inventaire, vous pouvez directement manipuler les gemmes. Il est possible de les séparer et de créer des stacks. Pour information, une armure Pembroke est capable de transporter 109 gemmes et une Novikov 140. Si le ROC est hors d'un vaisseau et qu'il possède beaucoup de gemmes dans son inventaire, vous allez avoir besoin de remplir votre armure, retourner à votre vaisseau pour créer une caisse sur la cargo grid, puis retourner au ROC pour re-remplir votre armure et faire des allers-retours qui vous feront perdre du temps et qui peuvent vous mettre en danger. Le mieux pour pallier à cela est de prévoir son timing parfaitement lors de l'attaque et d'attendre que le ROC soit à bord du vaisseau du mineur pour le désactiver. Lorsque le ROC est sur la cargo grid d'un vaisseau, il est alors possible de faire une caisse directement depuis son inventaire et qui prend toutes les gemmes contenues dans l'inventaire d'un seul coup et dans une seule caisse. Un dernier point concernant les caisses et qui concerne la vente. Lorsque vous irez à un terminal pour vendre cette caisse, si le vaisseau sur lequel elle se trouve appartient à la même personne qui possède le ROC, en gros vous avez volé le vaisseau de votre cible avec le ROC et la caisse dessus, normalement cette caisse n'est pas considérée comme volée. Et vous pourrez la vendre à n'importe quel avant-poste qui le permet même sans être le propriétaire du vaisseau. Si cette caisse est sur votre vaisseau, alors elle est considérée comme volée et vous ne pourrez la vendre qu'à Grimex. Autre chose, le ROC survit souvent à la destruction du vaisseau qui le transporte. Si vous n'arrivez pas à désactiver le vaisseau cible, vous pouvez tenter de le détruire et de récupérer le ROC au milieu du crash. Le seul problème avec cette technique, c'est qu'une fois de plus, généralement, elle demande du temps. Enfin, sachez que dans les patchs actuels, les serveurs ont tendance à être surchargés et le jeu fait disparaître
toute entité qui n'a plus de raison d'être. Si votre cible se déconnecte du serveur, alors son vaisseau et son roc risquent de despawn très rapidement. La meilleure manière d'éviter cela est d'interagir avec le roc par l'inventaire. Ou, comme nous l'avons dit, puisqu'il est impossible de monter dans le siège du pilote, vous pouvez malgré tout avoir un coéquipier qui grimpe littéralement sur le roc pour l'empêcher de despawn. Alors ensuite le prospector, la vache noire de la piraterie avec le Maul. Le vaisseau qui ne rapporte potentiellement jamais rien. Il est le contraire du roc, c'est-à-dire que à moins que le pilote ne veuille bien négocier avec vous lors d'un scénario d'extorsion, vous ne pourrez absolument rien récupérer de lui. Même les vaisseaux cargo spawnent désormais quelques caisses lorsqu'ils sont détruits que les pirates peuvent récupérer pour un butin minimum. Ça n'est pas grand chose, mais c'est quelque chose. Avec le prospector, rien du tout. Et en plus, comme le pilote n'a pas investi un seul crédit sur ce qu'il transporte, il en résulte que la plupart du temps, il est encore plus enclin à ne pas négocier et à refuser l'extorsion purement et simplement. N'oubliez pas de le détruire avant de partir dans ce dernier cas, mais je vous fais confiance. Bref, c'est une cible à attaquer uniquement si vous êtes en chien. Parce qu'avec lui, vous risquez de perdre votre temps plus qu'autre chose. Question combat, il est très léger. 2 armes de taille 1 et un bouclier de taille 1. Il est très facile de le désactiver même avec un seul vaisseau EMP et aucun QED en support. Sa vitesse maximum n'est pas trop mal, mais son accélération est plutôt mauvaise. Il aura beaucoup de mal à vous échapper si vous êtes en chasseur ou même dans un cutlass. Sa signature radar est énorme et elle gonfle encore un peu lorsqu'il est en train de miner. Vous le détecterez de très loin et vous pourrez vous approcher près de lui sans qu'il vous détecte en retour. Il ne possède qu'un radar de taille 1. Nombreux sont les pilotes de prospector qui équipent leur vaisseau avec des composants furtifs pour tenter de minimiser, mais même comme cela, il reste détectable de loin. Il est impossible de l'aborder, il n'existe qu'un seul accès pour pénétrer dans le vaisseau, une échelle sur le côté bâbord, mais la porte est indestructible. Enfin, il est équipé d'un radar 3D mais placé en position haute dans son cockpit. Une fois de plus, si le pilote est occupé à miner lorsque vous entrez dans son rayon de détection, sa distraction fera qu'il ne vous verra sûrement même pas apparaître sur son radar. Je reconfirme si vous n'avez pas de crime stat. Autrement, le pilote recevra une alerte sonore. Bref, très souvent, un pilote de prospector se rend compte qu'il est attaqué lorsque son bouclier a déjà été mis HS. Autre chose, le prospector n'est pas équipé d'un panneau d'annonce. Il est possible de le loquer lorsque le pilote quitte son siège. Ce qui est rare, mais qui peut arriver si le pilote part miner des rochers FPS qui spawnent à proximité des rochers que mine le prospector. Alors maintenant, la star du show, Cutlass Black et Cutlass Red. Un classique. Sûrement le vaisseau que l'on croise le plus souvent comme cible lorsqu'on est dans la piraterie. Un Jack of all trades, un vaisseau à tout faire que de très nombreux pilotes utilisent constamment, le plus souvent en solo, mais aussi régulièrement à deux. En combat, il est plutôt rapide et manœuvrant pour sa taille, avec une accélération correcte et 4 armes de taille 3 pour le pilote, plus une tourelle dorsale équipée de 2 taille 3 supplémentaires si ils sont 2 à bord. Malgré ça, son seul bouclier de taille 2 le rend très vulnérable aux armes à distorsion et EMP. Si le pilote ne cherche pas à fuir et reste sur place pour combattre, 9 fois sur 10, il est foutu. Il possède une signature IR de base de 15 900 qui vous permettra de le repérer à 8 km sur un chasseur, même s'il désactive ses armes et boucliers. De nombreux pilotes upgrade leur cutlass, entre autres le bouclier, ce qui donne au vaisseau une signature encore plus importante.
De nouveau, son radar est un radar 2D, ce qui signifie que les pilotes peu expérimentés ont peu de chances de vous repérer même si vous entrez dans leur zone de détection sans CrimeStat. Par contre, il dispose d'un panneau d'annonce, ce qui veut dire que le pilote sera capable de savoir qu'il a été locké, même si le lock a eu lieu pendant qu'il était hors du siège de pilotage. Une fois de plus, cela dépend de l'expérience du pilote, et nombreux sont ceux qui ne s'en rendront même pas compte. Une autre astuce consiste à faire un lock puis un pin. Dans ce cas-là, l'alerte sur le panneau annonciateur n'est plus en rouge, mais en jaune. De nombreux pilotes peu expérimentés n'y prêtent aucune attention. Encore une fois, dans ces cas-là, c'est à vous de sentir sur le moment ce qu'il est nécessaire et possible de faire. En ce qui concerne les accès d'abordage, la rampe arrière du Cutlass ne peut plus être ouverte avec des armes. Par contre, si le vaisseau transporte un roc, il est possible que la rampe soit endommagée par le passage du roc et qu'elle ne puisse plus fermer complètement. Vous pourrez dans ce cas vous glisser par là à l'intérieur. Les portes latérales du Cutlass Black peuvent être ouvertes avec des armes et permettent un autre passage à l'intérieur pour l'abordage. Les sas latéraux du Cutlass Red ne peuvent pas être ouverts et ce vaisseau ne peut donc pas être abordé si tous ses accès sont fermés. Dans ce cas, je rappelle que détruire le vaisseau transporteur permet la plupart du temps de récupérer le roc à l'intérieur. Une autre chose également, avec le Cutlass Red, en cas d'abordage, il dispose de medbeds, qui sont des points de respawn et que le pilote utilisera certainement si les choses en viennent à un combat FPS. Un dernier point sur le Cutlass Red, l'espace pour stocker un roc dessus est minuscule, et les pilotes sont généralement obligés de laisser leur rampe ouverte. Certains d'entre eux le garent en marche avant pour pouvoir sortir et entrer dans le vaisseau directement. Dans ce cas, l'inventaire du roc fait face à l'extérieur et il est possible pour nous d'y accéder rapidement et facilement. D'autres pilotes se garent en marche arrière puis se suicident pour respawn dans les medbeds et revenir ainsi à l'intérieur de leur vaisseau. L'accès à l'inventaire du roc dans ce cas-là peut être beaucoup plus compliqué et peut nécessiter de ramper par-dessous pour pénétrer dans le vaisseau. Le Freelancer Base, un autre classique, moins commun que le Cutlass mais que l'on croise tout de même assez régulièrement. En combat, il est moins rapide, moins manœuvrant et il accélère moins vite que le Cutlass, mais il possède 2 boucliers de taille 2, ce qui permet le fameux combo FR-76, bouclier militaire de grade A, qui recharge rapidement, plus rempart, bouclier industriel de grade A, qui est un gros sac à HP. Il tankera donc plus que le Cutlass. Il possède de même que le Cutlass 4 armes de taille 3, mais les siennes sont toujours en gimbals. Quoi qu'il en soit, le résultat restera le même, s'il ne cherche pas à mettre les gaz et reste sur place pour se battre, et si vous êtes plusieurs et en chasseur, il se fera désactiver exactement de la même façon qu'un Cutlass. Il n'a aucune chance si vous savez un minimum ce que vous faites. Petit détail, il possède une tourelle avec 2 armes de taille 2, mais cette dernière ne couvre que le cadran arrière du vaisseau. C'est la raison pour laquelle, contrairement au Cutlass, vous ne croiserez quasiment que des pilotes de Freelancer en solo. Sa vitesse maximum est plutôt lente, et à moins qu'il ne parvienne à faire un bond, il est quasi impossible qu'il vous échappe en vol conventionnel. Son accélération est médiocre. En atmosphère sur Arial, il a un plateau d'accélération minimum à seulement 1,1 G de 2800 mètres à 4000 mètres d'altitude, ce qui lui fait prendre de la vitesse que très lentement et en fait une cible facile s'il tente de s'enfuir dans l'espace. Là où il est bien meilleur que le Cutlass, c'est quant à sa signature qui est plutôt faible pour sa taille. 9700 EM qui peuvent être réduits en désactivant les boucliers, ce qui le laisse avec une signature IR de 7000. Dans ce dernier cas de figure, vous ne le détecteriez qu'à 3,5 km avec un chasseur. Il possède 3 accès pour rentrer à l'intérieur,
une rampe arrière, une échelle sur le côté bâbord et un docking collar sur le dos du vaisseau. S'il mine avec un roc, sa rampe arrière sera très certainement ouverte. De la même manière que pour le Cutlass Red, le vaisseau est exigu, et certains pilotes gareront leur roc en marche avant pour redescendre directement dans le vaisseau. Dans ce cas, l'inventaire du roc regarde vers l'extérieur et sera très simple d'accès. D'autres pilotes, au contraire, se gareront en marche arrière, ressortiront du vaisseau et refermeront souvent la rampe, avant de réentrer dans leur vaisseau par l'échelle latérale. Dans ce cas de figure, l'inventaire du roc fera face à l'intérieur du vaisseau et il sera plus compliqué d'y accéder. Lors d'un abordage, cela vous forcera à aller ramper sous le roc, ce qui est une tactique très risquée si le pilote est toujours à bord et vivant et qu'il décide de se lever de son siège pour venir défendre son vaisseau en FPS. Sachez que la rampe et l'échelle latérale du Freelancer ne peuvent pas être ouvertes avec des armes. Par contre, si le Freelancer est désactivé au sol et que votre équipe d'abordage arrive depuis le ciel, il est possible de sauter sur le dos du vaisseau et de pénétrer à l'intérieur en détruisant l'ouverture du docking collar, même avec une arme FPS. Pour finir, question cockpit, il est équipé d'un radar de taille 2, comme presque tous les vaisseaux de sa taille, donc avec un coefficient de 75%. Son radar est un 3 dimensions, bien placé juste sous les yeux du pilote. Si vous entrez dans son rayon de détection alors que le pilote est dans le siège, ce dernier a toutes les chances de vous voir s'il n'est pas complètement noob. Par contre, le Freelancer ne dispose pas d'un panneau annonciateur, ce qui veut dire que vous pouvez librement le locker quand le pilote quitte le siège, puis le garder locké après cela. Pour finir cet épisode, nous allons couvrir le Freelancer Max. Il est très semblable au Freelancer sur beaucoup d'aspects, de même que le Cutlass et ses variantes. Mais il est vraiment différent sur plein d'autres aspects, et c'est pour cela que je le mets volontairement à part du Freelancer. Donc, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit plus tôt sur le Freelancer base, mais du coup voici les différences. Sa vitesse maximum est la même qu'un Freelancer base, mais son accélération est bien meilleure. Attention à ce qu'il ne vous échappe pas ou sorte de votre bulle de QED pour faire un bond s'il met les gaz avec un afterburner. S'il échappe à votre QED, il n'aura besoin que de 7 secondes pour calibrer son saut et disparaître. Ça ne fait pas de lui un chasseur, mais vous pourriez être surpris si vous croyez qu'il est aussi pâteau qu'un Freelancer base. Concernant l'exiguïté du Freelancer, la baie de cargo du Max est bien plus large et il est beaucoup plus facile d'y rentrer un roc. Il est possible de tourner autour du roc une fois placé à l'intérieur. Il est facile d'y mettre 2 rocs et donc, contrairement au Freelancer base, il est possible de croiser des équipages en Freelancer Max qui jouent en duo, voire même en trio. Concernant les accès, même chose que pour le Freelancer. La rampe et l'échelle latérale ne peuvent pas être ouvertes par les armes. Le docking collar sur son dos, oui. Enfin, pour le cockpit, même chose que pour le Freelancer. Radar 3 dimensions de taille 2 et pas de panneau annonciateur. Voilà pour cette semaine. J'espère que les infos contenues dans cette vidéo vous serviront lors de vos sessions de jeu. La semaine prochaine, nous couvrirons les plus gros vaisseaux. N'hésitez pas à commenter si vous avez ou vous voulez avoir d'autres informations. Moi je vous dis à plus et bonne chasse. Ciao.